Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous allons aborder les défis de réalisation des forages en République démocratique du Congo. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau 3 experts du Centre de recherche minérale et géologique, CRGEM en sigle, centre qui se trouve à Gombe, ici à Kinshasa. Alors, ils sont là devant nous, ils vont devoir se présenter. Je commence par la droite. Monsieur Titus, pouvez-vous vous présenter? Je me nomme Tchangou Zélé Tomisa Titus. Je suis géologue de formation. Je suis au même moment apprenant ou doctorant à l'Université de Kinshasa où je fais l'environnement. Je suis à ce jour assistant du directeur général du CRGM. D'accord. Au milieu? Moi, je me nomme Kobonlandu Roger Antoine. D'accord. Chimiste de formation à l'Université de Kinshasa. Ouais. Maintenant, je suis aussi apprenant en 2EA. Je fais chimie de l'eau et environnement. Je suis chef de département de chimie et géochimie au CRGEM. D'accord. Oui, merci beaucoup, papa journaliste. Je suis ingénieur Maurice Lando. Je suis hydrologue de formation et je suis aussi apprenant en doctorat à l'ISTA. Okay. J'ai fait l'hydrologie appliquée. D'accord. Donc je suis au département d'hydrologie et hydrologie. Et puis je suis chef de section de l'hydrologie, mais chargé des eaux souterraines. D'accord. Alors, lorsqu'on parle d'hydrologie chez vous au centre, à quoi est-ce qu'on fait allusion directement? Oui, l'hydrologie, c'est dans 3 aspects. Il y a des eaux souterraines, il y a des eaux pluviales et il y a des eaux fluviales. Ouais. Quand je dis fluviales, c'est les eaux, les eaux de surface. D'accord. Donc, tout ce qui est l'eau, vous êtes spécialiste. Oui, oui. Ah, d'accord. Alors, monsieur Titus, pour ne pas aller directement en besoin, je voulais savoir les centres de recherche géologique et minérale avoir directement, nous avons tendance à vous renvoyer au ministère des Mines. Par moi, vous dépendez du ministère des Mines ou bien de la recherche scientifique? Bien évidemment, le CRGM actuel, dans sa configuration actuelle, est héritier du service géologique de l'époque. Le service géologique qui était rattaché au ministère des Mines. En 1982, le président a créé le ministère de la recherche scientifique et pour l'organiser, on a pris tous les services spécialisés dont le service géologique de l'époque pour composer l'actuel ministère de la recherche scientifique. C'est ainsi que nous sommes devenus le CRGM. Nous ne sommes pas seulement dans les mines, parce que la géologie n'est pas seulement les mines. C'est aussi, comme on l'a dit, tout ce qui est roche, tout ce qui est dynamique de la Terre, même sur le plan de la géologie urbaine, on a beaucoup d'aspects de la géologie. On ne peut pas seulement les rattacher aux mines. Là, vous parlez de forage. Le forage, c'est un aspect de la géologie qui n'a rien à voir avec les mines. Donc, nous sommes d'abord un centre de recherche géologique,
mais aussi minière. Minéral. Alors, Monsieur Landou, que fait concrètement le centre de recherche minérales, donc géologiques et minérales? Concrètement, hein, parce que les communs des mortels vous renvoient directement aux mines, alors qu'il y a un grand aspect, une grande branche, la géologie. Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais un peu compléter mon confrère pour dire que, évidemment, le CERGEM a été créé en 82 par ordonnance 082-040 du 5 novembre, mais il a remplacé la direction des services géologiques. Bon, la direction des services géologiques a été créée en 1939. Au départ, il était rattaché au ministère de l'économie et industrie. Après, pendant la guerre, on va les rattacher au ministère de la Défense et des Guerres. C'est plus tard qu'il va passer sous la tutelle du ministère de l'économie. Maintenant, comme il a dit, quand on a voulu rattacher tout ce qui était les centres de recherche, le CERGEM a hérité du département de géologie de l'URSSAC, de ce qui était les services. L'URSSAC, c'est Institut des sciences de l'Afrique centrale, quelque chose comme ça, qui se trouve à Bukavu. Ouais. Il a hérité aussi du département de la documentation qui était à la présidence. Donc en fait, on a pris tout ce qui concernait la géologie de gauche à droite, on a créé CERGEM. Ah, d'accord. Et pourquoi on avait rattaché la géologie à l'économie? Je comprends rien là. Bon, les Belges, ils pensaient que les mines, c'était les sociétés minières et c'était de l'économie du pays. Okay. C'est pourquoi ils avaient mis ça dans ce sens-là. Ah, d'accord. Bon, en fait, chaque fois que les autorités prennent une décision, ils savent ce qu'ils veulent pour soit dynamiser, et c'est ainsi qu'ils agissent dans un sens ou dans un autre. D'accord. Pour les CERGEM a 6 départements. Ouais. Il y a des départements de géologie générale, il y a des départements de géologie appliquée, le département de documentation publication, il y a des départements de chimie et géochimie, il y a le département de géologie urbaine et le département d'hydrologie et hydrogéologie. Évidemment, quand vous voyez tous ces départements, ça donne un peu l'idée, c'est ce à quoi s'attelle. Oui, mais Monsieur Landou, Maurice, mais dans un français facile ou dans un français clair, lorsqu'on parle géologie, j'ai suivi beaucoup la chimie, géologie. On fait recours à quoi? Je voudrais qu'il y ait une explication claire de ce que le centre fait. Donc, comme aujourd'hui on parle de forage, les centres peuvent lutter aussi contre les inondations, les centres peuvent faire des recherches minérales, donc de manière claire. Oui, les centres... Avec des termes faciles. Oui, les centres peuvent faire à aider le gouvernement à plusieurs aspects. Par exemple, au niveau des travaux de forage, les centres ont l'expertise pour faire le contrôle qualité et normes. Les centres peuvent aussi... Juste le contrôle ou bien les centres, avec ses experts, peuvent aussi les déployer à travers le pays et creuser des forages, contrôler... Oui, parce que les centres ont aussi la capacité de diriger des forages, que ce soit des forages miniers, que ce soit des forages avec l'accès à l'eau potable. Donc, ce sont des aspects-là que les centres peuvent apporter au gouvernement. D'accord. Alors, M. Titus, vous avez à compléter?
Bien entendu. Le CERGEM, comme vous l'avez sans doute demandé, dans sa configuration, on a plusieurs objectifs. Nous pouvons assister les tierces dans leur investissement minier, leur apporter des solutions, tant dans le niveau de la recherche des substances minières, que dans le niveau des analyses de ces mines. Nous pouvons les aider à faire de la géologie appliquée. Par exemple, en ce qui concerne de la géotechnique, lorsqu'on voulait construire un bâtiment, par exemple, il y a des études de préfaisabilité sur savoir si le sol dans lequel veut reposer l'ouvrage est à même de supporter le poids de l'ouvrage. Il y a ce qu'on appelle des essais géotechniques à faire et le CERGEM est apte à le faire. Est-ce qu'on peut comprendre que tous les bâtiments qui naissent à Kinshasa, le CERGEM a déjà certifié que les sols conviennent pour ne pas assister aux éboulements? On a assisté déjà aux éboulements de différents immeubles à Kinshasa, à Kasavubu et puis à Barumbu, des immeubles, dernièrement c'était en Ngaliema, des affaissements des immeubles. Est-ce que le CERGEM a déjà certifié des endroits où il faut construire en hauteur, où il ne faut pas construire en hauteur, et telle dimension, telle hauteur? Bien sûr. Je prends juste un exemple. L'actuel bâtiment de Temena Tembe, ou même le musée national de la RDC, avant que ce bâtiment-là ne puisse voir le jour, les experts sont venus nous contacter pour un travail géotechnique, pour savoir si ces sols-là pouvaient supporter le poids de l'ouvrage. Et les conclusions leur ont été données, et c'est comme ça que les bâtiments la tiennent. Même le nouveau centre culturel en face du Palais du Peuple, vous avez mené aussi des études? Bon, ceux qui nous contactent, nous leur donnons des réponses. On ne force pas les gens de pouvoir faire ces travaux-là. Là, c'est pour les privés et pour l'État, je crois que vous le faites? Ou bien... Si nous sommes sollicités, bien sûr, nous allons les faire. D'accord. Alors, Monsieur Landou Antonio Roger. C'est Kobo Landou. Kobo Landou Antonio Roger. Parce que quand vous commencez par Landou, c'est mon fils. Voilà. Lorsqu'on parle chimie géo, vous faites quoi concrètement? Bon, en fait, le département de chimie et géochimie, c'est un peu l'œil qui aide les autres départements. Parce que nous avons un labo, plusieurs labos pour faire des analyses. Parce que même quand on va sur le terrain prendre des roches, ou bien même on va prendre de l'eau, il faut qu'on sache se constituer de quoi. Nous nous attelons à ça. À dire, voilà, l'eau que vous nous amenez, voilà telle caractéristique. Parce qu'en fait, toutes les eaux du monde, on dit, contiennent ce qu'on appelle les éléments majeurs en minéraux. Il y a aussi ce qu'on appelle les éléments mineurs ou les éléments en trace. Dans les éléments en trace, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des éléments toxiques. Okay. Donc nous, on détermine un peu, voilà la constitution de l'eau que vous nous amenez. À quoi vous destinez vos trous? À l'utilisation des boissons domestiques. Si à l'utilisation des boissons domestiques, l'OMS a donné des normes pour dire qu'ils n'ont pour être destinés à l'utilisation des boissons domestiques doit répondre à tel critère, pour tel élément, ceci, pour tel élément, cela. Un exemple, vous dites sodium, il faut 250 mg. Inférieur à 250 mg. Si c'est les lions fer, on dit inférieur à 0,3 mg. Si c'est l'arsenic, on dit c'est 0. Il ne doit pas contenir de l'arsenic. Donc vous vous basez sur la qualité de l'eau et la composition d'ailleurs, et de l'eau et du sol, etc. C'est ça? Nous donnons
d'abord la qualité de l'eau, si c'est l'eau. Évidemment, l'eau est influencée par les sols parce que l'eau circule. Ouais. Tu vois, l'eau est la substance qui peut se retrouver dans les sous-sols, qui peut se retrouver en surface et qui peut se retrouver dans l'atmosphère. C'est l'élément aussi qui peut se retrouver sous forme de solide. Cet élément-là, l'eau circule partout. Évidemment, en circulant partout, c'est un peu ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Il est en l'air, il peut constituer la pluie et retomber. Quand il retombe sur la surface de la Terre, il entraîne tout ce qu'il y a dans l'atmosphère. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère? Dans l'atmosphère, à part l'air normal, Ouais. il y a la poussière. Quand, vous voyez, quand on est ici, il y a la poussière. Ouais. Il y a des aérosols, il y a des fumées. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi les éléments du cycle biogéochimique, c'est-à-dire, dans la nature, du point de vue naturel, Ouais. il y a ce qu'on appelle des cycles de décomposition. La matière organique, quand ça se décompose, Ouais. elle va vous donner le CO2, le gaz CO2 qui va se monter jusque dans l'atmosphère. Et quand le CO2 est dans l'atmosphère, s'il touche l'eau, il va former ce qu'on appelle l'acide bicarbonique, qui va se retrouver dans l'atmosphère, dans la vapeur d'eau. Il y a ce qu'on appelle aussi le cycle d'azote. De la Terre dans l'atmosphère sous forme d'azote gaz, sous forme de NO, donc oxyde d'azote, qui, quand il se lie à l'eau, peut former l'acide nitrique. Et ça influence la caractéristique de l'eau. Ouais. Il y a les cycles de soufre. Donc ce sont des choses qui se font naturellement, sans que qui que ce soit demande. Ce n'est pas commandé par les hommes. Oui, c'est Mais c'est naturellement. peut-être aussi entraîné par le comportement des hommes. En quelque sorte. C'était pas entraîné, Ouais. mais c'est l'homme par les activités, ce qu'on appelle anthropiques, accentue. Ah, voilà. Par diverses activités, activités industrielles, par les automobiles, tout ça, et par les gaz qui sortent, qui accentuent. Ouais. Mais naturellement, ça se faisait déjà. Oui. Ce sont des cycles. Et quand maintenant l'eau retombe sur la terre, il pénètre dans le sol, il peut, comment dire, Couler, circuler. couler vers les rivières. Quand évidemment, en ce moment-là, il ramasse aussi tout ce qui se trouve sur le sol. Il amène et il influence aussi la qualité des eaux et ainsi de suite. L'eau en tombant aussi, par exemple, sur les collines, peut entraîner des érosions, il entraîne les sols, des roches, des agriers sur les sols. En ce moment-là, nous, quand quelqu'un fait une prospection, veut savoir où se trouve tel minerai, il peut aussi prendre l'eau de la rivière, ou la boue qui vit dans les fonds de la rivière. Parce que cette boue est venue par érosion des montagnes. En ce moment-là, on appelle ça stream sédiment. Donc sédiment de l'eau. Et à partir de là, on peut dire, supposons qu'on voit du cuivre dans cette... on peut savoir que ce cuivre est venu d'amont. Ce n'est pas là-bas, c'est l'eau qui l'a entraîné. Ce qu'on appelle forage, dans un français facile. Oui, un forage, c'est un puits qu'on peut exécuter et puis extraire ce qui est à l'intérieur. Mais c'est le plan technique bien classique. Les forages suivent quand même un échelonnement logique. Donc il y a des étapes. Ou des étapes. Il faut commencer tout d'abord par les études de faisabilité. Quand vous passez les études de faisabilité, il y a la mise en œuvre. La mise en œuvre, vous allez dans le développement et puis dans l'extraction directement.
Alors, monsieur Titus, lorsque un riche directement, il voit, bon, il a l'argent, il peut appeler quelques gens pour lui creuser un forage chez lui à la maison. Est-ce qu'il y a des normes à respecter? Est-ce qu'il y a une réglementation à respecter? Ou bien n'importe qui peut se lever un matin, creuser son forage à la maison? Actuellement, rien n'interdit à une personne de faire son forage. Donc même dans la réglementation, non, on est libre, chacun est libre. Chacun est libre actuellement de pouvoir faire son forage. Avoir son forage où il le veut, même dans sa parcelle. On les voit d'ailleurs. Mais seulement que il y a des principes techniques à respecter. Avant de pouvoir faire un forage, comme mon confrère l'a dit, il faut d'abord faire des études, notamment des études de géophysique, pour savoir à quelle profondeur nous allons trouver la nappe souterraine, où est l'aquifère. Et puis, lorsque je vais exécuter le forage, comment est-ce que je vais le faire? Est-ce que ce sera un forage manuel? Sera un forage mécanique? Quel instrument je vais utiliser? Comment est le sol là où je vais le faire? Est-ce qu'il y a-t-il des roches dures comme le grès, comme un kintsuka? Ou ce sont du sable comme un tsele? Ce sont les études qu'on fait avant même de commencer le forage. Quel équipement je vais utiliser? Mais sera un trépan ou un tricone ou un marteau fond de trou? Quelle est la section des PVC que je vais placer? Ce sont les études qu'on fait en amont. Et puis, dès qu'on a retrouvé les matériels et tout ça, on passe à la partie exécution. Bien évidemment, il y a des paiements à faire au niveau de... Je pense qu'il y a un service qui s'en occupe pour avoir accès... Service hydraulique, je crois. Pour avoir accès, l'autorisation de faire un forage. Ah, d'accord. Vous dites que cette façon, cette liberté de pouvoir creuser, chacun chez lui peut creuser son forage, n'y a-t-il pas de risques, n'y a-t-il pas de conséquences en ça? Bien sûr qu'il y a des conséquences. Parce que lorsqu'on fait un forage, des fois, les experts gouvernementaux ne sont pas sur place. Parce que je vous rappelle que lorsqu'on commence un forage, on ne l'arrête pas jusqu'à la fin. C'est-à-dire quoi? Quand on commence, on ne l'arrête pas, c'est-à-dire? C'est-à-dire que lorsqu'on commence le creusage, dans le creusement du forage, on ne peut pas l'interrompre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en train de faire ce trou qu'on appelle le forage, les parois du sol se fragilisent. Et si on ne termine pas rapidement ce forage, il y aura des éboulements à l'interne qui va, au fait, réduire le forage creusé. C'est comme ça qu'on les fait aussitôt et rapidement. Alors, pour revenir à votre question, lorsque nous sommes en train de faire des forages comme on les fait actuellement dans une ville urbaine comme Kinshasa, il y a des conséquences, il y a des risques. Je prends un exemple. Je fais un forage chez moi près d'un puits perdu ou d'une fosse septique. Si le forage n'est pas profond, il reste que les eaux usées ou les eaux de la fosse septique qui s'infiltrent puissent contaminer mon forage. En fin de compte, lorsque les gens vont récupérer l'eau du forage et les prennent, ils sont contaminés. La contamination peut être aussi plus grande. Donc si je comprends, il faut distancer. Il faut une distance, requise entre la fosse septique et le forage, au risque de contaminer l'eau du forage. Très bien. Et aussi, il faut qu'il soit un forage profond. Sinon, la contamination n'est pas seulement pour une seule parcelle. Ça peut être pour un quartier et même une commune. Tout dépend de l'écoulement de la nappe.
si la contamination est en amont de la nappe. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en aval, qui font des forages en aval, vont repêcher ou vont recueillir de l'eau contaminée. Et c'est important, parce qu'il faut régulièrement faire des examens d'eau qu'on utilise pour savoir si l'eau qu'on est en train de consommer n'a pas subi une contamination. Si pas nous, chez nous, à notre forage, peut être chez un voisin qui n'a pas fait attention, qui peut être par mégarde, on a jeté une substance toxique qui puisse contaminer une nappe souterraine. Normalement, donc, vous comprenez qu'il faut un service de contrôle. Parce que si dans ma parcelle, par exemple, j'ai respecté la distance, mais par rapport aux fosses septiques de l'autre parcelle, par rapport à la fosse septique de l'autre parcelle ou du voisin, vous voyez, il peut y avoir toujours contamination, monsieur Antoine Roger. Monsieur Roger Antoine. Roger Antoine. Ah, et là, il y a une différence. Oui. Bon, évidemment, comme mon collègue a dit, évidemment, quand on fait un forage, quand c'est fait de manière classique, on regarde toujours, vous voyez, disons, vous êtes dans les sables. Vous ne pouvez pas prendre cette eau. On essaie d'atteindre l'argile. Ouais. Donc une couche imperméable. Et puis on passe, on prend l'eau qui est... On passe l'argile. L'argile. Ok. On va un peu plus parce que les eaux de pluie, les eaux de Isée, circulent un peu en haut là. Ouais. C'est comme on a dit, si on ne fait pas une étanchéité, ça peut aller en bas. Ok. Bon. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous voyez aussi parfois, quand on a trop de forages au même point, il y a parfois, vous vous rendez compte que le forage est en train de... ça ne donne plus beaucoup d'eau. Donc, ça arrive parce que la recharge, vous ne savez pas c'est combien, et vous prenez beaucoup trop d'eau, surtout si vous êtes dans un même aquifère. C'est pourquoi il y a des gens, il faut toujours un peu, s'il y a un bon, quelqu'un qui dirige les travaux, conseiller, il va vous dire, non, comme les autres sont dans un aquifère un peu surélevé, vous devez aller un peu plus profond. Ok. Donc, lorsqu'on est en profondeur, c'est pour avoir l'eau la plus propre, je crois. Oui, il faut aller de préférence dans la deuxième nappe. Là, vous êtes sécurisé, comme mon collègue vient de le dire. Ouais. Il faut un jeu d'étanchéité. Mais entre-temps, il faut respecter aussi les aspects liés à l'environnement. C'est-à-dire, on ne peut pas forer à moins de 30 mètres d'une latrine. On ne peut pas forer sur là où on a intérieur déjà un cimetière. Ok. On ne peut pas forer là où il y avait une station d'essence. Donc, on voulait dire que nous voyons des quartiers entiers dans nos villes. Hein, dans nos villes, même ici, il y avait des anciens cimetières. On a déjà délocalisé et les gens ont habité. Il y en a même qui habitent dans les cimetières. Vous voulez dire que là, on ne peut pas construire des forages? Non. Il ne faut pas construire. Pourquoi? Pourquoi? Il y aurait des contaminations. Et on peut aussi rencontrer des métaux lourds. Des métaux lourds. Métaux lourds, c'est... Métaux lourds. Métaux lourds, d'accord. Oui. Tu vois, les eaux, oui. Ça se transforme, ça devient métaux lourds. Ah, d'accord. Oui. Et c'est vraiment très toxique, dangereux, très toxique. Très toxique. Contre les personnes. Oui. C'est pourquoi je conseille qu'il faut vraiment associer une structure qui fait la contre-expertise, c'est-à-dire des contrôles qualité. C'est pour sécuriser ces forages-là. Alors, d'accord, vous pouvez compléter. Quand il parle des cimetières, évidemment, vous voyez que l'homme, quand il meurt, il se décompose. Ouais. Donc, naturellement, il y a ce qu'on appelle une race de décomposeurs naturels.
C'est comme vous voyez des fourmis, quand vous mettez un arbre, ils bouffent les araignées, mais il y a aussi des décomposeurs microbiens. Qui se trouvent dans le sol. Oui. Oui, ils sont dans le sol, qui vont faire en sorte, c'est comme ça que vous voyez que le corps est en train de se décomposer. Mais maintenant, les matières minérales qui se trouvent dans l'homme, dans les eaux, vont se concentrer. Ok. Bon. Maintenant, comme c'est un cimetière où il y a plusieurs tombes, Ouais. donc ce sont beaucoup de gens qui se sont décomposés, la peau a pourri. C'est un peu comme quand vous prenez quelque chose, vous brûlez, Ouais. n'est-ce pas? Ça brûle, et après il reste les cendres, donc les matières minérales restent. Ouais. Et ça se concentre, ça se concentre, ça se concentre. Alors, dites-nous un peu, lorsque on a planté les aliments, n'est-ce pas? Dans les cimetières, par exemple. Lorsque les gens consomment, c'est pas dangereux ou bien c'est bon pour la consommation? Nous avons beaucoup de légumes plantés dans les cimetières. Je prends les cimetières Kasavubu. Vous voyez, on a planté là-bas et les gens consomment. Donc c'est dangereux. Bon, en principe, un cimetière, il y a un certain nombre d'années qui est déterminé pour les désaffecter. Oui. Tu vois, vous le désaffectez et vous devez savoir ce que vous devez en faire. Ok? S'il y a des histoires comme des métaux, parce que le problème des métaux, c'est que ce qu'on appelle la bioaccumulation. Tous les métaux lourds peuvent aller, un métal lourd peut aller dans les racines, dans la plante, il reste là, il est bioaccumulé. Ok. Donc, même si vous prenez ça, si c'est d'une toxicité élevée, là c'est mauvais. Mais qui saura? Parce qu'on n'a pas fait des analyses et nous consommons. Bon, c'est pourquoi j'ai dit qu'un cimetière, on le désaffecte après un certain nombre d'années, parce qu'on suppose qu'après il va pleuvoir, il y aura l'exiviation, des eaux vont entraîner tous les déchets, et puis quand on va les désaffecter, pour un travail, pas nécessairement des jardins, des jardinages, pas autre chose. Oh, oui, mais bon, je comprends. Bon, on passe d'abord au forage. Et je crois que c'est à l'intention de nos téléspectateurs. Vous voyez, il y a des cimetières où on a désaffecté, mais les gens plantent des aliments et on en mange presque tous les jours. S'il y a des risques, c'est ainsi qu'il y a beaucoup de maladies dans la ville. C'est peut-être ça. Il faut nous le dire, vous les chimistes. Il faut nous le dire. Voilà, il faut nous le dire et on peut interdire qu'on ne puisse pas planter de tels aliments là-bas, aller planter ailleurs, parce qu'il y a ceci, il y a cela, c'est pour sauver des vies. Sinon, on va risquer de consommer, et après, c'est des maladies, et voilà. Alors, venons-en... Dans tous les cas, quand vous mourrez, oui. c'est fini. C'est fini, c'est-à-dire... Donc, c'est de la matière qui se désagrège. Oui. La nature est ainsi faite. Donc, quand la personne meurt, même s'il était malade, la maladie termine. La maladie, ce sont Ça des ne va pas microbes. contaminer les sols, l'eau. Après, les microbes ont aussi une durée de vie. Oh, oui. De c'est pourquoi on dit qu'il y a un délai de désaffectation des cimetières. Ouais. Bon. La vie est ainsi faite. Quand vous mourrez, on va vous décomposer, Donc transformer. Rien ne se perd. Vous ne peut pas avoir la crainte. Vous êtes transformé Une à fois autre que c'est chose. désaffecté, ça va. Oui, quand vous respectez les normes, dans tous les cas, il faut respecter les normes. D'accord. Là, des durées des affectations, ainsi de suite. Alors, une question. Est-ce qu'il y a des exigences légales ou des préalables qu'il faut respecter, observer pour avoir un forage, soit dans un village, soit dans sa parcelle, soit dans une ville? Est-ce qu'il y a des règles officielles, normales,
Est-ce qu'il y a une loi qui réglemente ce secteur-là? Parce que tel que vous l'avez dit, n'importe qui peut avoir son forage, mais si les normes ne sont pas respectées, l'eau de forage, pour la plupart, n'est pas propre. La seule exigence qu'il y a jusque-là, c'est les paiements de quelques taxes au niveau du ministère de l'énergie et hydraulique, si je ne me trompe pas. Une fois qu'on a payé ces taxes. Donc jusque-là, on comprend qu'il n'y a pas une loi, il n'y a pas une loi dans les secteurs. Il n'y a pas une réglementation, il n'y a pas une législation qui encadre ce secteur de forage. C'est comme ça que, par manque de fourniture d'eau par les structures qui sont habilitées à le faire, les forages pullulent dans la ville. Non, d'accord. Mais je peux le compléter. Ouais. Mais la loi comme telle, elle n'est pas encore bien appliquée. Mais il y a un chantier de ça. La loi est en chantier. Un chantier. Mais au niveau du centre? Non, au niveau, je crois, du Parlement. Les sœurs, j'aime assurer les secrétariats pour l'élaboration de cette loi-là. Ouais. C'est en 2017. Je crois en 2017. Donc les sœurs, j'aime assurer les secrétariats de l'élaboration de cette loi de l'eau, loi sur l'eau, qui est sortie sur le journal officiel. Oh, la loi sur l'eau, oui. La loi existe, je crois. Il y avait beaucoup de travaux déjà. C'est OK. Alors, c'était sur le forage manuel. Non, c'est le forage en général, en quelque sorte. Sur l'eau, sur toutes sortes de... Sur le forage. Ouais. Alors, quel type de sol faudra-t-il avoir pour construire un forage où ça n'a rien à voir avec le sol? Bon, l'eau souterraine est toujours dans un magasin, comme on appelle réservoir. Ouais. Ce n'est pas dans n'importe quel type de sol qu'on aura de l'eau. Je crois que les géologues sont mieux nantis pour vous dire ça. Tu vois? Ouais. Il y a des roches, on ne peut pas, vous n'y trouvez pas de l'eau. Parce qu'il faut des fissures, des trous, l'eau doit aller dans les fissures, dans les trous. Ils doivent rester là-dedans pour circuler. Mais si c'est une roche compacte, ça ne garde pas l'eau. L'eau n'entre même pas. D'accord. Je crois qu'eux peuvent me compléter. Mais mesdames, c'est les journalistes. Pour échapper à ça, c'est pourquoi il faut passer aux études de géophysique. Parce que là, ça vous donne une coupe stratigraphique qui vous montre là où se trouve la nappe. Ouais. S'il y en a à cet endroit-là. Mais à ce moment-là, il faut une technique appropriée, comme l'a dit l'autre collègue. Alors, venons-en au prix. Je vais un peu vite parce que le temps est parti. Alors, venons-en au prix. Quel est le prix d'un forage, M. Titus? Eh bien, les prix d'un forage dépendent d'abord du type de forage qu'on veut exécuter et d'où on veut le faire. D'abord du type. On a des forages manuels, on a des forages mécaniques. Les forages manuels sont faits à motricité humaine. Donc, il y a des jeunes gens qui sont assez forts, qui prennent des forages, qui rotent, qui font la rotation. Ça peut atteindre 15 mètres, 25 mètres, à défaut 30 mètres. Et là, ces prix ne sont pas très exorbitants. Mais il y a aussi à ce côté... À combien, par exemple? Je disais que tout dépend de l'emploi. Vous savez que ça fait un tollé, un forage à 300 000 $. Alors, vous qui êtes des experts, dites-nous, est-ce qu'un forage, quel que soit l'endroit, peut arriver jusqu'à 300 000 $? J'en arrive. Ce montant peut être justifié dans la mesure où un forage fait à Kinshasa, à la Gombe ou à Mpassa sera autour de 3 000, 2 500, 3 000 $. Vous pouvez avoir un forage équipé.
Mais un forage qui est fait à Kiri, qui est fait à Aru, par exemple, ou dans les fins fonds à Dekessé, ou pour traverser, pour arriver dans la ville, il faut traverser une rivière. Il faut importer les matériels. Ils sont généralement dans les zones urbaines, comme à Kinshasa, où il y a des camions de forage. Il faut un déplacement. Cette équipe-là qui va aller faire le forage à Dekessé, par exemple, on doit les nourrir, on doit les loger, on doit payer leurs frais. Les matériels qui doivent se déplacer, il y a un coût à ça. Une fois sur place, on commence le forage. Donc déjà, avec tout ça, on peut déjà atteindre des montants 300 000. Seulement que le coût à cet endroit-là et un coût à Kinshasa ne sera pas le même. Il ne sera pas le même. Oui, mais parce que vous êtes expérimenté. Oui. Vous avez eu à creuser des forages un peu partout là. Oui, Est-ce mais- qu'un forage peut atteindre 300 000 $? il Si faut- vous nous rassurez, tant mieux. Oui, il faut tout d'abord tenir compte de la technologie qu'on va y mettre. Par exemple, un forage avec des panneaux, ça coûte cher quand même. Tu vois, et les mécanismes qu'ils vont mettre là. Ça coûte cher, pas jusqu'à 300 000. Oui, bon, 300, Que les panneaux 300 000, là, je ne n'entre coûtent pas, pas beaucoup je d'argent. n'entre pas dedans, mais il y a un montant quand même. Mais si c'est ce qui a été avancé comme montant, c'est exagéré. Dites que non, au moins c'est exagéré parce que après autant d'années dans les secteurs, un forage à 300 000. C'est comme ça, il faut associer les experts. Ouais. C'est ça. Je me sais que dans le projet, il y avait également la construction des équipements qui devaient accompagner les forages. Les forages, c'est seulement le trou. Ouais. Mais à part le trou, il y a des équipements qu'il faudra faire. Il faudra acheter des panneaux, il faudra monter la charpente pour y mettre un tank, un réservoir. Il y a un coût à ça. Donc, lorsqu'on mélange tous ces coûts de construction, de déplacement, de forage, parce que le camion qui va faire du forage à un site rural doit revenir à Kinshasa. Oui, par exemple. Donc, il y a un coût à ça. Et tout ça, si on les justifie, donc c'est plausible. Alors, c'est plausible. Et un prix uniforme, 300 000 $, on peut retenir ça à travers le pays. Comme vous l'avez dit à Kiri, là, 300 000 pour avoir un forage. Les prix ne sont pas uniformes. En Gandanjik, chez moi là-bas, 300 000. Bon, Les prix ne peuvent dans pas être- tous les cas, si moi Ouais. je dois dire quelque chose, qui a fait les projets, nous ne connaissons pas les éléments du projet. Comment? On dit 300, 200, mais nous ne connaissons pas les éléments du projet. Comment nous allons dire que c'est peu, c'est trop? Non, mais alors, ici, est-ce qu'on peut avoir des estimations? Parce que il y a peut-être un député qui suit l'émission, qui veut aller creuser les forages dans son village pour la population. Il peut s'approcher et dire, voilà, moi je suis député élu de Aru ou de Ngandajika, je voudrais aller, dites-moi comment ça peut me coûter, combien ça peut me coûter. Donc, voilà. Oui, maintenant, ce que Et je si peux- vous dites au député 300 000 par non, forage, ce que je peux ajouter, ouais. par exemple, dans une zone, s'il y a plein de forages qu'on a ciblés, Ouais. le coût peut être revu à la baisse. Mais quand, par exemple, comme dit l'autre collègue, loin de là, par exemple, à Aru, un seul forage, vous voyez, c'est les moyens logistiques qu'on va mobiliser là-bas. Il faut en tenir compte aussi. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des experts spécialisés en matière de forage au Congo? Parce que souvent, même les marchés dont on a beaucoup parlé ici, c'était des firmes ou des entreprises étrangères qui ont été sollicitées. Et pourquoi pas Sergem? Bon, c'est une question de politique. Hein. C'est une question de politique. Le Sergem, comme on l'a présenté, est là pour... C'est un service du gouvernement. Le gouvernement peut s'en servir pour exécuter ses projets en matière de géologie,
ou de mine. Il suffit de l'équiper, il suffit de le motiver. Nous avons suffisamment d'experts pour accomplir notre mission. Donc vous n'êtes pas motivé, vous n'êtes pas équipé. On peut comprendre comme ça. Ce sont des moyens qui font défaut. On peut dire que le CRGM n'est pas équipé pour affronter les différents ouvrages en question. Donc si le CRGM est équipé, il peut appuyer le gouvernement pendant la réalisation des ouvrages. Parce que si l'ouvrage n'est pas suivi, même si ça se termine, mais ça n'aura pas une longue vie. Mais maintenant, pour en arriver, il faut associer un service de suivi et de contrôle qualité. Donc, on peut comprendre qu'avoir un forage ne suffit pas. Il faut un contrôle pour dire, pour tester la qualité de l'eau qu'on a découvert. C'est ça. Les résultats, quoi. Les résultats, final. Jusqu'aux analyses. Et en plus de ça, je ne sais pas si les gens savent qu'un forage, on peut le nettoyer. Oui. Après un temps. Après un temps. C'est pas de l'eau propre à tout moment. Oui. Donc vous voyez, comme il y a des filtres, on peut commencer à avoir des bouchages. Vous voyez que le débit commence à diminuer. Ok. On peut les nettoyer. Il y a des techniques pour les nettoyer. Et si on voit que l'eau commence à s'abîmer des points de vue microbiologiques, on peut les désinfecter. Alors, comment rendre l'eau propre, l'eau du forage propre quand on découvre tout ça? Il y a des produits, il faut mettre des produits qui ne vont pas... Impropre, on doit savoir, même les microbes. Ouais. Il y a un type comme les germes et tout. On sait que souvent ils sont dans l'environnement, dans les sols. Tu vois, mais on peut avoir les coliformes fécaux. Là, on sait que... Coliformes fécaux. Oui, des microbes qui viennent des caca. Ok. Parce qu'il y a un principe, on dit, la maladie de l'homme vient de l'homme. Ok. Pour dire que si l'homme est malade, même si ce sont les microbes, ces microbes viennent de l'homme des caca. Okay. C'est pourquoi d'abord dans l'eau, on n'aime pas, c'est vraiment défendu de trouver des coliformes fécaux. Zéro. Quand vous examinez, quand vous analysez. Oui, il faut que ça soit zéro. Ouais. Bon, s'il y en a, il faut... Si on ne peut pas avoir une autre ressource, il faut désinfecter. Ok. Bon, maintenant on peut désinfecter la ressource, mais maintenant il y a une autre façon de désinfecter l'eau, parce qu'actuellement il y a beaucoup de techniques, surtout si vous avez un peu de courant, même avec les panneaux. Et il y a les filtres à osmose inverse qu'on va de gauche à droite, qui peuvent vous aider à désinfecter votre eau. Mais évidemment, ça fonctionne avec l'électricité. Et là, vous pouvez mettre un peu de panneaux pour vous aider à... Alors, qui effectue les contrôles de tous ces forages qui pilulent à travers les villes, pour savoir la qualité? Parce que quand on a un forage, c'est peut-être tout un quartier qui va puiser l'eau là-bas. C'est peut-être... tout un village qui va puiser cette eau-là, et si l'eau est contaminée, ou si l'eau est toxique, ou si l'eau a beaucoup de microbes, c'est tout un quartier, ou tout un village qui tombe malade et qui risque, qui est face au risque de la mort, des maladies. Bon, personnellement, ce que je sache, quand vous allez demander une autorisation pour faire un forage, ouais. En principe, les services du ministère de l'énergie hydraulique vous demandent aussi à la fin de faire une analyse de l'eau. Ok. Parce que je sais qu'il y a plusieurs années, ils venaient nous contacter, on pouvait faire les analyses pour eux. Bon, maintenant, comme il y a plusieurs labos, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font exactement. En principe, ils vous demandent, il y a une obligation de faire des analyses. Ok. Voilà, si je peux encore enrichir. Ouais. Dans ces cas-là, quand on a un point d'eau,
il faut arriver à mettre un point, comment je peux dire, un groupe de gestionnaires ces points d'eau-là. Parce qu'on a fait les forages. Le gouvernement ou bien l'organisme a financé. Mais il faut un suivi de ces points d'eau-là. Donc il y a l'entretien qui est dedans. Et puis, c'est comme cela, il faut former un comité de gestion de ces points d'eau-là. Qui aura un président, vice-président, un conseiller, et financier, tout ça. Là, c'est lorsque ce sont des forages publics, par exemple. Mais si c'est un forage personnel, privé à la maison, est-ce qu'on aura besoin si c'est privé, à ce est-ce qu'on peut avoir besoin d'un comité pour gérer l'eau que j'ai à la maison? Là, c'est dans la communauté. Ouais. Mais si c'est privé, donc on doit tenir compte de faire les entretiens plus ou moins après 12 mois. Chaque panne ou pas panne, il faut le faire. C'est-à-dire, c'est pour la maintenance. Et là, on débranche ou bien non, c'est-à-dire on démonte tout, on fait sortir la pompe immergée, on nettoie, et puis on injecte soit du chlore, soit du sulfate à l'intérieur, et puis à un certain moment, on fait l'auto-développement. Ou bien, s'il y a un compresseur, on va souffler. Ok. À ce moment-là, maintenant, il faut passer encore au contrôle au labo pour assurer que la qualité de l'eau est déjà assurée. D'accord. Alors, nous sommes presque à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les forages que l'on construise en République démocratique du Congo puissent être des forages qui respectent les normes et qui sont construits comme il se doit? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous êtes des experts, donnez des conseils, parce qu'on est en train de finir l'émission, le gouvernement vous entend. Donnez, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il n'y a pas de secret. Le secret seulement, il faut associer une structure de contrôle pendant la mise en œuvre. C'est ça le secret. Qui peut être le CRGM. Par exemple, le CRGM qui a l'expertise. Il faut mettre. Oui, M. Titus. Okay, donc il faudra évidemment, comme il a dit, l'associer, et pour cela il faudra un acte, une réglementation, donc un cadre juridique, donc peut-être un arrêté ministériel conjoint entre notre les ministères de recherche scientifique et puis hydraulique rurale par exemple, pour amener à bien la réglementation et les contrôles de tous les forages à travers le pays. Une question de curiosité avant de terminer l'émission. Est-ce que on peut dire que si on vient au centre de recherche chez vous là, toutes les recherches de la RDC, vous pouvez nous localiser tel minerai là-bas, tel minerai de l'autre côté facilement? Il y a une cartographie comme ça chez vous? Bon, je vous avais dit que nous avons un département de documentation et publication. Bon, il y a tout ce que les Belges ont fait et tout ce qui est arrivé ensuite. On va vous dire, là, il y a des indices. Hein. Là où il y en a des indices. Bon, je crois que mon ami géologue peut nous... Voilà, on a fini. C'était juste une question de curiosité. On a fini pour aujourd'hui. On a presque tout dit. Hein? On a fini. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et la suite au prochain numéro. Au revoir.